société implique des codes, comporte des droits et des devoirs, mais suppose aussi des représentations communes, des valeurs partageables, conditions de possibilité du vivre ensemble. Et tant qu'à faire société, quels seraient les critères d'un vivre ensemble heureux sur lesquels le gouvernement du village ou l'État à la tête du pays se fonderait pour orienter leurs décisions? Pour quantifier politiquement la qualité d'un vivre ensemble, d'un bonheur qui ne passe pas d'abord par le profit, on connaît l'indice de santé économique du Bhoutan, ce petit pays d'Asie dont le roi a lancé en 1972 le bonheur intérieur brut, en le décrétant prioritaire par rapport au produit intérieur brut. Si le Bhoutan n'a pas depuis résolu tous ses problèmes, cet indice a été relayé par l'OCDE, l'ONU, avec des indicateurs remaniés, logement, santé, sécurité, environnement, dont la mesure a ainsi mobilisé des villes et un certain nombre de pays. En 2018, Finlande, Norvège, Danemark étaient en tête, la France était 23e. Pour penser des critères communs du bonheur, ou en d'autres termes des valeurs du vivre ensemble comme condition, mais aussi sens du faire société, nous allons donc franchir le mur d'enceinte du village des irréductibles Gaulois. Non sans souligner que les histoires du village gaulois n'illustrent au vrai que les aléas du vivre ensemble un peu partout, pour des individus n'ayant peut-être pas tous la même longueur ni la même couleur de tresse. Aléas extrapolables donc à la vie dans nombre de villages chaudrons, voire à l'échelle de notre planète. Nous allons donc troquer l'allégorie de la caverne platonicienne pour l'allégorie du village chaudron. En effet, pour la première fois peut-être, ce n'est pas de connaissances dont notre époque manque. Tous les savoirs sont dans les ordinateurs. Nous manquons de savoir-être. Nous allons donc examiner dans un premier temps comment Assurance Tourix symbolise la circulation complexe du savoir-être entre somme d'individus, société et institutions, gouvernement, État, comment il permet un vivre ensemble aussi heureux que possible. Dans un second temps, et dans la mesure où, comme le posait Husserl, le philosophe, en tant que fonctionnaire de l'humanité, doit s'impliquer dans les débats contemporains, nous essaierons de penser les effets possibles de la numérisation sur le vivre ensemble et le bonheur dans le village chaudron. Alors, Assurance Tourix diffuse-t-il une référence au beau qui soit le bon pour tous, à la manière de l'idéal antique alliant beau et bon, le kalos kagatos des Grecs? Est-il un ferment pragmatique et musical du vivre ensemble, de la qualité du bonheur collectif? Sa permanence autorise à le penser. Ceci étant, mettre à disposition du beau qui soit aussi du bon ne garantit ni le consensus, ni la reconnaissance. Si Assurance Tourix finit par être bâillonnée, tandis que les autres se gobergent tranquillement, pour mieux être libérés secondairement, c'est que la différence et même la divergence sont des ingrédients nécessaires à la coexistence dans le chaudron. Se laisser critiquer, voire, dans une certaine mesure, contraindre, est le prix à payer de la position de surplomb, dont chacun sait que le groupe ne peut pas se passer car elle apporte la réflexion, voire la transcendance. La critique des valeurs est en effet le plus sûr chemin de leur renforcement ultime. Assurance Tourix détient cette force. Il arbore la cape rouge des notables gouvernant le village. Il est d'ailleurs tout à fait admis qu'il ne participe pas aux batailles. Il réside à l'écart, dans une hutte, perché dans les arbres, d'où il médite et compose. Il enseigne aux enfants, il siège à la plupart des conseils importants, où il peut même être amené à arbitrer entre Abraracoursix, le chef, et Panoramix, le druide ou le sage. Inclus dans le gouvernement, il reste proche de la société et fait le lien entre les deux. Il s'expose donc volontiers à la critique destinée à la puissance du chef, du patron, du père, contesté paradoxalement autant pour son excès de pouvoir que pour ses imperfections, ses aspects sensibles, faibles, inutiles, et ce, sans jamais devenir un bouc émissaire, ni même disparaître. Ainsi, le village chaudron retrouve-t-il toujours, au milieu du bouillonnement contradictoire et désordonné, des valeurs communes et des principes de vivre ensemble. Puisque, comme le soulignait Michel Henry, barbarie et civilisation s'autoproduisent et s'alternent cycliquement,
la mise en question en dialogue, en partage, dans un face-à-face incarné du beau, bon, juste, vrai, fournit un horizon régulateur au sens kantien, une assurance quasi tout risque contre les aspects les plus délétères de la folie des hommes et des institutions. Faire dialoguer société et gouvernement ou État au sujet de valeurs suppose donc une éthique au sens très large que lui donne Ricoeur, je cite, « le souhait d'une vie accomplie avec et pour les autres dans des institutions justes ». Avec et pour les autres suppose de se rencontrer, de comprendre que l'étranger nous renouvelle et nous vivifie, et que c'est l'étrange en nous qui réduit l'étendue de notre bonheur. Que devient cette éthique à l'ère numérique ? Nous allons soulever des questions et donner peu de réponses. Difficile de penser au village la décision d'une bataille ou de la fête ou le choix du recours à la potion magique sans délibération incarnée des protagonistes. Dans cet autre village chaudron qu'est le village monde, comment l'escamotage des corps et la raréfaction des interactions humaines au profit d'interfaces humain-machine impactent-ils sur le savoir-être et les fondements du vivre ensemble, le faire société, et avec quelle gouvernementalité ? Daniel Handler qualifie notre village monde de numérisphère et on appelle à des sagesses collectives pour sa régulation technologique. Avant le numérique, le progrès technique invasif fut l'électricité. On peut penser l'arrivée de l'électricité au village comme une modernisation majoritairement bienvenue. En effet, si l'électricité apporte au quotidien de l'utile et du superflu, le principal risque sociétal, désormais bien connu, est la surconsommation énergétique, par la fabrication comme par l'usage des objets électriques. Les technologies numériques apportent elles aussi des améliorations du quotidien. Elles facilitent certaines interactions, épargnent des tâches fastidieuses, augmentent des potentialités, procurent des gains. Elles connaissent le même inconvénient écologique que l'électricité, mais à la différence de celle-ci, elles impriment en outre des modifications dans nos vies au-delà des seuls usages pratiques. Et ces modifications profondes des vécus humains, voire de la nature humaine, réduisent notre savoir-être ensemble. Les technologies numériques et l'information artificielle dite intelligente bouleversent en effet le rapport au temps et à l'espace, avec l'accès potentiel pour chacun à une instantanéité, simultanéité et une ubiquité inédite dans l'histoire de l'humanité. Elle modifie le rapport au corps avec l'augmentation, la virtualisation et l'accès à un support mémoire quasi infini. Elle transforme profondément le rapport au savoir, donc le rapport à l'autorité, ainsi qu'à la vérité. D'autant que les intelligences artificielles produisent désormais de nombreux faux savoirs. ChatGPT, le supercalculateur génératif, attribue actuellement de faux titres d'ouvrages à de vrais auteurs. Gemini de Google, ayant inclus la diversité dans son programme, vient de produire des images de nazis noirs, de papes femmes, de vikings asiatiques. Outre les risques de ces faux savoirs, notamment dans les domaines de sécurité, justice, santé, où ils existent aussi, ces usages sont empreints d'une déshumanisation préoccupante à de nombreux niveaux, ce que nous ne pourrons faire qu'illustrer ici succinctement. Collectivement, l'accès aux institutions ou aux services se fait majoritairement par interface machinique, régulièrement inaccessible, souvent inadéquate, produisant du désarroi, creusant des inégalités. Fonctionnement juste inimaginable dans le village chaudron. Individuellement, le recours à des assistants machiniques pour penser et dire à notre place, dans les termes de Pierre Casounoguès, nous fait l'esprit plat. Comment comprendre qu'on attende d'une application psychologique qu'elle qualifie mieux que soi-même son humeur ? Est-ce qu'Ordre Alphabetix aurait besoin d'une application pour savoir ce qu'il ressent quand on lui dit que son poisson n'est pas frais ? Renforcée par notre aplatissement, la rapidité du développement de ces technologies dans tous les domaines de la vie fait que les tentatives de régulation institutionnelle, empêtrées qui plus est dans les logiques du marché, sont toujours déjà dépassées.
Il faut admettre qu'il est malaisé de cerner le champ des modifications induites par les intelligences artificielles tellement il est diffus, souvent fascinant, parfois insidieux. Fin 2023, les acteurs hollywoodiens ont déclenché un mouvement de grève d'un nouveau genre pour tenter de limiter la place des acteurs virtuels. Chanteurs, musiciens, auteurs et autrices cherchent à s'organiser face à la diffusion de mimes de leurs œuvres. Que donnerait un avatar holographique d'Assurance Tourix au festin du village? S'il ne peut plus être ligoté, soit parce qu'il laisse une intelligence artificielle prendre sa voix pour chanter juste, soit parce qu'il est en téléconcert, parfaitement insaisissable, comment la dynamique sociétale dont il était un maillon décisif, de par sa proximité, son humanité, va-t-elle évoluer? Les régulations des usages numériques doivent donc se construire à l'échelle individuelle et sociétale. De même que pour le vote, il en va de la responsabilité de chacun pour tous. Or, un frein apporté à cette régulation individuelle, outre la difficulté de résister au désir créé par le marché, c'est que l'interface de l'écran où l'autre n'est plus envisagé au sens de Lévinas, mais virtualisé, favorise le côté obscur de l'humain, le retour cyclique de la barbarie. Et les intelligences artificielles n'ayant aucune intelligence, elles intègrent la haine dans leurs données à hauteur de la fréquence avec laquelle nous le leur déposons. Ainsi, même dans le monde des compagnons de vie virtuels, les amoureux artificiels qui ont la cote, on compte que les offenses et propos injurieux fournis aux robots conversationnels par leurs compagnons usagers humains représentent 20 à 30% des données engrangées. Comment préserver une assurance tout risque du savoir-être, un horizon régulateur des valeurs du vivre ensemble à l'ère numérique? Les institutions ont tout de même un rôle à jouer. Elles pourraient prioriser la démarche démocratique sans interface machinique. Le gouvernement pourrait rencontrer les professionnels pour discuter collectivement d'objectifs et de circuits d'approvisionnement du village en poissons, préservant le niveau de vie d'ordre alphabétique. L'État pourrait assortir les campagnes de réduction de l'obésité pour les Obélix ou les Abraracoursix de mesures d'amélioration des conditions de vie documentées par les associations caritatives présentes dans les quartiers du village. Le dilemme quant à l'ingérence ou la non-ingérence face à l'envahissement régional perpétré par les Romains assoiffés de domination pourrait être soumis à référendum. Mais pour reprendre l'analyse d'Antoinette Rouvroy, la gouvernementalité algorithmique et son système de surveillance nourri de données que nous fournissons par servitude volontaire aux machines fonctionnent sans ces rencontres. Au service du marché et des politiques soumises à l'économique, s'est effectué au XXIe siècle, dit-elle, le passage de la surveillance au profilage. Le panoptique de Bentham, repris par Foucault dans ses descriptions des sociétés disciplinaires, est devenu synaptique, avec un H, dans les termes de Pierre Casounogues. C'est-à-dire que la surveillance algorithmique synthétise des données disparates et discontinues de contrôle, générées non plus par un humain, mais par une machine, non plus par un humain, mais par une machine, au service d'un État régi par le marché. Alors, dans les villages chaudrons planétaires, comment les individus qui composent la société et légitiment le gouvernement et l'État peuvent-ils se situer face à la balance avantages-inconvénients de la numérisation? Pour Richard Kearney, une incorporation proportionnée de la technologie ne pourrait paradoxalement advenir qu'en restaurant le primat du toucher. Mais de nouveau, pas le toucher que les outils numériques nous proposent, pas les manipulations par des gants haptiques couplés à des lunettes de réalité virtuelle, pas la hug shirt, chemise connectée qui transmet à l'interlocuteur du bout du monde également équipé votre accolade, pas plus les sex toys connectés à distance et leurs plaisirs artificiels. Comment redonner corps à un esprit plat pour qu'il redevienne critique et refuse ces touchés décalés et surtout dénués de réciprocité, donc non humains?
Si chacun accepte de considérer que l'interdépendance des humains est aussi leur force, il priorisera la rencontre de la main qui touche et qui est humanisée dès lors que touchée par une autre main humaine. Si les individus priorisent la proximité incarnée, la société choisira un gouvernement qui ait pour horizon de valeur le sens politique de la main tendue et favorise, dans les termes de Dominique Bourg, la souveraineté anthropologique d'une humanité authentique. De nouveau, ensemble, autour du banquet, en chantant à la place d'Assurance Tourix dûment bâillonné, avant que chacun ne se saisisse du sanglier dans son assiette, le slogan à faire passer, énonçant la condition de possibilité du savoir-être ensemble et du bonheur, sera « Garder la main pour ne pas perdre la tête ».